Oh, Myriam, je t'avais pas vu. Alors, tout d'abord, merci d'être venu. Le groupe des Barranqueux, ça leur fait plaisir de participer cette année aux festivités du festival. Ils sont heureux de vous accueillir. Alors, les Barranqueux, qui sont les Barranqueux? C'est un groupe de conteurs et de conteuses de la baie Sainte-Marie. Nicole Boudreau, Blanche Comeau, Robert Frappier, Anne Leblanc, Judith Patouma, Marie-Colombe Robichaud et Dan Robichaud. Vous allez les entendre ce soir tour à tour vous conter leurs histoires. Et aussi, on a un invité spécial, on a quelqu'un qui a un soutien musical pour les Barranqueux, Jim Quinlan. On va commencer notre soirée. Premièrement, transportons-nous au sommet de la falaise à l'anse des Hirondelles avec Robert. Bonsoir. Bonsoir. Je suis étonné de la foule qu'il y a ici ce soir. Merveilleux. Vous avez sûrement vu accessoirement des phoques dans la baie ici, soit sous des roches, et sous les roches, il y en a qui ont l'air comme des grosses patates, il y en a d'autres qui ont l'air comme des bananes qui sont là en train de regarder, ou bien d'autres, vous avez vu des têtes à la surface de l'eau. Moi, j'aimerais vous parler d'une personne qui gagnait sa vie en chassant le phoque. Il demeurait dans une vieille cambuse, biscornue, tout croche, sur le fait sommet à l'anse des Hirondelles. Sa cabane était tellement vieille que même le plus vieux des aînés ne pouvait plus se rappeler quand elle n'existait pas. Les soirs, les matins, après une soirée de grand vent, les gens étaient étonnés de voir que sa cabane était encore là, bien ancrée au sommet de la falaise. Tous les matins, notre chasseur prenait sa chaloupe et se rendait au centre de la baie et attendait que les phoques viennent à lui. Il avait avec lui un instrument de musique sur lequel il jouait une mélodie douce et séduisante. Dès les premières notes, les phoques sortaient de l'eau pour mieux apprécier la mélodie. Un jour, pendant qu'il jouait sa mélodie, un gros phoque a apparu à côté de sa chaloupe. Épeuré, le chasseur a pris son couteau et l'a plongé dans le dos du phoque, qui, lui, a calé sous les flots, emportant avec lui le couteau de chasse. N'en croyant pas ses yeux, bouche bée, le chasseur ne savait plus quoi faire, car sans ce couteau, il ne pouvait plus chasser. De retour à sa cabane, il s'est assis à la table, les coudes appuyés sur la table, sa tête dans ses mains. Il se demandait comment est-ce qu'il était pour se procurer un nouveau couteau. La soirée était longue. Il y a eu une grosse tempête. Les éloises et le tonnerre tournoyaient autour de sa cabane. Mais malgré tout, le chasseur s'est endormi, la tête appuyée dans le creux de son bras. Vers minuit, on cognait à la porte. Le chasseur a répondu et a vu devant lui un homme, un étranger, tout vêtu de noir, qui lui dit:
Es-tu celui qui tue le phoque comme gagne-pain? Notre chasseur répondit, oui, c'est moi, le chasseur de phoques. Bon, viens avec moi. J'ai un travail à te confier. Et à la lueur de l'éloise, le chasseur a pu voir, en arrière de l'étranger, un gros cheval noir qui attendait patiemment. L'étranger a monté le cheval, a aidé le chasseur à monter derrière lui. Ils sont partis en galopant dans la noirceur de la forêt. Ils ont galopé toute la nuit dans la pluie, la grêle et la neige. Alors, ils sont trouvés au sommet d'un précipice qui surplombait l'océan. L'étranger a descendu du cheval, a aidé le chasseur à descendre, l'a pris par les bras, s'est rempli les poumons et a mis ses lèvres sur les lèvres du chasseur et lui a rempli les poumons. Tenant toujours le chasseur, ils ont sauté en bas du précipice. Et comme des fous de bassin, ils ont pénétré la surface de l'eau et ils sont descendus jusqu'au fond de l'océan. Où, devant eux, une porte. L'étranger a ouvert la porte. La porte donnait sur une grande salle où des têtes rondes, aux yeux ronds, pleuraient abondamment. Dans le fond de la salle, une autre porte qui donnait une plus petite chambre dans laquelle une belle femme était étendue sur un lit de feu. Elle était si calme et ne bougea pas que le chasseur croyait qu'elle était morte. C'est notre reine, la reine de tous les phoques de la baie, a dit l'étranger. Hier, tu as essayé de la tuer. Elle est mourante. Et le chasseur a pu voir, planté dans l'épaule de la femme, une poignée en os de baleine de son couteau de chasse. Tu es le seul qui peut la sauver. Quoi dois-je faire? A demandé le chasseur. Tu dois lui enlever le couteau et embrasser la plaie. Le chasseur n'avait pas de choix. Il a enlevé le couteau et a embrassé la plaie, qui, comme par magie, s'est revenue sur elle. La femme a ouvert les yeux, a regardé le chasseur dans les yeux, mais avant qu'il puisse se dire quelques mots, l'étranger a dit, « Bon, c'est bien, ton travail est fait. Viens avec moi. » Il a conduit le chasseur à la grande porte et lui a dit, « Avant que tu quittes, tu dois me promettre une chose. Promets-moi de ne plus jamais tuer de phoque. » Le chasseur a promis. Je ne tuerai plus jamais de phoque. L'étranger a donné une bourse au chasseur et lui a dit, pour l'amour du ciel, ne l'ouvre pas avant que tu sois retourné chez toi dans ta cabane. Et là, il a ouvert la porte et a poussé le chasseur dans l'eau froide et noire. Le chasseur a monté. Il a monté. Il a monté. Et au moment où ses poumons étaient pour éclater, il a fait surface. Il a fait surface directement dans l'anse où sa cabane était au bel sommet. Le
peine et de misère, il a grimpé le sentier étroit et à pic. A ouvert la porte de sa cabane et a lancé la bourse sur la table, qui s'est ouverte, déversant son contenu d'or. Le chasseur n'a plus jamais chassé de phoque. Il a demeuré dans sa cabane toute sa vie. Il ne s'est jamais marié. Il n'a pas eu d'enfant. Mais les soirs de pleine lune, il descendait en bas, dans l'anse sous la grève, et jouait une mélodie douce et séduisante. Après quelques notes, un gros phoque montait sous la grève. Et de la fourrure du phoque sortait une belle femme. L'homme, le chasseur et la femme, entrelacés, pieds nus dans le sable, dansaient toute la nuit, jusqu'à l'aube, où la femme revêtissait sa fourrure de phoque et repartait à la mer. Voici la mélodie que les gens de l'anse des hirondelles disent que le chasseur jouait les soirs de pleine lune. D'avoir introduit Tijan. C'est mon personnage de ce soir. Il est rusé, il est brave et il est courageux, Tijan. Alors, je me mets de mon camp. Tijan avait appris à jouer aux échecs lorsqu'il était très jeune. Il était tellement habile à ce jeu que personne ne pouvait le battre. Un jour qu'il travaillait dans un champ de son père, un grand champ, il voit ce drôle de bonhomme venir vers lui. Habillé tout en rouge, 30 pouces de hauteur, il avait des gros sourcils, il avait des cheveux jusqu'aux épaules, mais il avait les yeux clairs. Il semblait savoir ce qu'il voulait. Alors il s'approche de Tijan et dit: je m'appelle Bonnet Rouge. J'aimerais te jouer aux échecs avec toi. Oh, ma Tijan a dit: mon père ne me permettra jamais de jouer aux échecs au plein milieu de la journée. Oh, mais si tu joues aux échecs, tu pourras faire, si tu gagnes, tu pourras faire un souhait, puis je te donnerai tout ce que tu demanderas. Jean aimait jouer aux échecs, n'oubliez pas, et alors il ne perdait jamais. Il accepte. Et il gagne. Bonnet Rouge commence déjà à trépigner. Quel est ton souhait? Je désire que demain matin, lorsque je regarde par la fenêtre, ce grand champ soit rempli de vaches à lait. Ben, il a dit: tu les auras, tes vaches à lait. Qu'il part. Le lendemain, Tijan était encore à travailler dans un autre grand champ de son père. Qu'est-ce qui apparaît, ma Bonnet Rouge? Je voudrais jouer une partie d'échecs avec toi. À quelles conditions? La même qu'hier. Puis si je gagne, eh bien là, ce sera moi à te demander quelque chose. Tijan avait été voir son père, puis son père avait dit:
tu devras point jouer pour des souhaits, pour un souhait. Et tu vas te faire prendre. Tu sais pas qu'est-ce que lui va te demander quand il va gagner. Ah, mon père, tu sais que je gagne toujours. Non, ok. Alors, il a joué une deuxième fois, il a gagné. Ah ben là, Bonarouge, je te dis qu'il devenait rouge, il était déjà enragé. Quel est ton souhait? Il a dit, je veux que demain, dans ce grand champ ici, qu'il y ait des chevaux. Ben, des chevaux, il y en avait là, mais il y en avait des gris, des noirs, des blancs, des bruns et d'autres. Il était content, il est tourné voir son père. Son père a dit, tu devrais pas jouer avec ce drôle de bonhomme-là. Mais il écoutait pas son père. Alors, le surlendemain, il arrive. Demande encore, je voudrais jouer une dernière partie d'échecs avec toi. Puis Tijan était vu qu'il aimait de le voir fâché. Alors, il a accepté. Mais il a perdu. C'est Bonarouge qui a gagné. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, il dit, je te demande pas grand-chose. Je te demande, dans 1 an et 1 jour, je veux que tu me retrouves à 100 000 à l'autre côté du soleil couchant. Ok. Alors, il va dire à son père qu'il a eu une défaite, sa première défaite. Hein, son père avait dit, je t'avais dit, de point fier ce bonhomme, de se méfier de ce bonhomme-là. Tijan passe des semaines à penser, à essayer de trouver des moyens pour le trouver Bonarouge. Ah, rien. Au 10e mois, il n'en peut plus. Il dit, moi, il faut que je parte. Il dit au revoir à son père, au revoir à sa mère, et puis il part sur la grande route. Tous les gens qu'il rencontre, avez-vous connu Bonarouge? Avez-vous vu Bonarouge? Est-ce que vous connaissez Bonarouge? Personne ne le connaissait. Ça demeurait un personnage inconnu. Pauvre petit Jean, il marche et marche et marche et marche et marche. Mais il ne se décourage pas. Il marche et marche et marche. Et il aperçoit un chemin dans le bois. Et il s'est dit, ça va être une bonne chose à aller par là. Je vais essayer ça. Alors il commence à marcher encore. Il marche et marche et marche. Il marche une semaine. Et il voit une hutte à côté du chemin. Et il y a une lumière dans la hutte. Alors il frappe à la porte. Une vieille dame vient répondre. Elle dit, tu cherches certainement quelqu'un, parce qu'il y a 1 an que personne n'a passé dans ce chemin-ci. Il compte l'histoire de Bonarouge. Bonarouge a dit, c'est mon frère. Mais c'est ton frère. C'est enfin une porte s'ouvre. C'est ton frère. Mais dis-moi où est-ce qu'il est, dis-moi. Ah, c'est pas si drôle que ça. S'il vient me voir une fois par an, c'est beaucoup. Mais je peux t'aider. Elle va chercher une boule éclatante en or, légère comme un ballon. Alors écoute bien, tu vas la laisser aller, puis tu vas la suivre. Elle te va faire passer par des chemins, dans les champs, dans le bois. Finalement, elle va arrêter près d'un lac. Et là, je te conseille de te cacher. Parce que dans l'après-midi, il y a 3 pigeons qui viennent se baigner. Puis ils survolent le lac 3 fois. La 3e fois, ils laissent tomber une plume de leur vêtement. Ça, c'est leur vêtement. Ce sont les filles de Bonarouge. Tijan fait comme elle demande, parce que la boule s'en a été tout de suite, elle a disparu. Et ils arrivent. Oh, puis elle a dit, il y en a une dans le groupe. Elle paraît vieille, elle paraît vieille, ensuite, elle est sale. Mais c'est celle-là qui va t'aider. Seulement celle-là qui peut t'aider. Alors, Tijan attend.
dans l'après-midi, les 3 pigeons arrivent, circulent, laissent tomber chacune une plume. Bien sûr, vous savez que les plumes, ça s'en va au bord. Alors, pigeon, vite, 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 pour. Et il prend la plume de celle qui paraissait la plus vieille, la plus laide, parce que la dame a dit c'est elle la plus belle au fond. Et là, les 2 autres pigeons cherchent le vêtement et partent. Et la troisième, eh bien, elle commence à dire où sont mes vêtements? Où sont mes vêtements? Où sont mes vêtements? Le pigeon était obligé de sortir de sa cachette puis avouer que c'est lui qui avait ses vêtements. Alors, elle a dit donne-moi des vêtements. Il a dit non, je te les donnerai, à condition que tu m'aides à entrer dans le château de ton père. Elle a été obligée d'accepter. Alors, vu que petit Jean était paraissait juste et honnête, montre-moi comment entrer dans le château de ton père. Elle dit, on ne peut pas rentrer les deux ensemble parce qu'il va nous tuer. C'est un quoi de gars. Il va nous tuer. Alors, elle dit, il faut te montrer, il faut te dire comment entrer. Elle l'amène plus près du château. Elle a dit, tu vas frapper à la porte d'en arrière. Ma mère va venir répondre. Et puis tu vas dire que tu as un message pour Bonne-Rouge. Et c'est ça qu'il va faire. Et en entrant, qu'est-ce qu'il voit? Bonne-Rouge qui s'en vient de rencontrer avec une hache dans la main droite. Et il dit, j'étais venu pour te couper le cou. Oh, petit Jean. Il n'a pas peur des menaces de Bonne-Rouge. Il ignore pas ce qu'il dit. Là, il dit, viens, attends, je vais te montrer ta chambre. Cette nuit, il a dit, tu couches sur une herse. Une herse, là. Vous savez quoi c'est? Avec les dents par en haut. Oh, correct, les petits gens. Alors, le lendemain matin, il vient chercher tout. As-tu bien dormi? Ah oui, puis il était tout éreinté, il avait mal partout. Oh, il l'amène en arrière du château. Ici, c'est un grand champ, un arpent, boisé. Tu dois, aujourd'hui, couper tous ces arbres-là, labourer la terre et l'ensemencer. Ah, un petit Jean, dans son sourire, oui, c'est correct. Le petit Jean disparaît, Bonne-Rouge s'en va. Alors, le petit Jean commence à couper. Oui. Et puis, la princesse avait dit, je te donne 2 conseils. Il faut toujours que tu fasses semblant que c'est facile, l'épreuve que tu as à subir. Et puis, le deuxième, quand mon père te présente 2 objets, prends toujours le plus vieux, le plus rouillé, whatever, le plus vieux. Ça, c'est à 2 conditions pour réussir les épreuves. Alors, mais il dit, c'était la princesse, elle vient pas. Comment ça se fait qu'elle vient pas? Il se couche, puis il s'endort. Ben, pas longtemps après, la princesse arrive. Elle dit, mais t'es supposé travailler. Mais il dit, c'est impossible ce que ton père me demande de faire. Elle a dit, je vais t'aider. Alors, elle touche le vieux marteau qu'il avait choisi. Non, la vieille hache qui est à tout ébréché. Coupe les arbres et dans un instant, tous les arbres étaient coupés et rangés. Terre, laboure-toi et ensemence-toi. Ah, dans moins de 15 minutes, tout est fini. Je vais dire à mon père là, que c'est pas facile. Alors, il arrive à Bonne-Rouge, puis il dit, ah, c'était pas difficile, c'était pas trop difficile, cette épreuve. Puis Bonne-Rouge, là, il était furieux qu'il avait fini si vite. Le lendemain, Bonne-Rouge, il dit, demain, ça va point être si facile que ça, tu vas voir. Alors le lendemain, il l'amène en face d'un lac. Il faut que tu m'assèches ce lac-là. Il dit, ma femme avait fait une promenade sur le lac, il y a 7 ans déjà, et elle a perdu sa bague en or précieux. Je veux que tu la retrouves et que tu me l'apportes. Oh, correct. Il choisit le seau, pas le seau neuf, le seau rouillé et même percé. Alors, il se met là, puis il commence à vider le fond. Après qu'il a enlevé 12 seaux d'eau, il remarque que l'eau retourne dans le lac. C'est impossible. Il avait essayé, il avait dit seau,
assèche le lac, mais on ne savait pas travailler, il n'avait pas son lui. Alors là, mais il attendait la princesse, puis elle dit là, qu'est-ce que je vais faire? Il avait même envie de se jeter dans l'eau et en finir. Oh, il ne savait pas trop quoi faire, il ne voulait pas se très jeune, mais elle était tard à venir. Et bientôt, elle arrive. Elle a dit, tu ne m'as pas ouvert la porte hier soir. Parce qu'elle avait dit, si Jean ouvrait la porte, lui ouvrait la porte de la princesse, elle lui expliquerait l'épreuve du lendemain. Mais il dormait profondément, il avait une paillasse le deuxième soir. Ça fait que ça dormait. Alors, elle a dit, elle a touché le seau, puis elle a dit, lac, assèche-toi. Dans quelques instants, il n'y avait pas une goutte d'eau dans le lac. On voyait la bague, là, de la femme à bâton rouge, pas bâton rouge. Bonne rouge, merci. Elle a étendu les mains et elle a dit, bague, viens ici. Et la bague a tombé au pied de Tijan. Et Tijan a porté la bague à Bonarouge. Il a dit, quoi ça? Bonarouge, il était fou de rage, il était choqué, il avait fait l'os, il avait subi l'épreuve, il avait accompli, si vite, il se demandait comment est-ce qu'il sait de bien prendre, comment est-ce qu'il sait, et puis comment est-ce qu'il arrive à faire ça si vite. Il a commencé à se douter que c'était sa fille qui lui aidait. Alors, elle a dit à Bonarouge, demain, c'est la dernière épreuve. Si tu perds, tu vas être prisonnier de Bonarouge pour toujours. Et tu auras à le servir comme un esclave. Elle n'a point trop appétissant d'entendre ça. Et puis, elle a dit, ne me cherche pas pour me voir. Il va m'enchaîner dans ma chambre pour être sûre que je suis pas là pour t'aider. Mais elle a dit, si tu me laisses entrer dans ta chambre à minuit, je t'expliquerai l'épreuve, la dernière épreuve. Ce soir-là, Tijan n'a pas dormi, il n'a pas fermé l'œil, parce qu'il voulait être sûr de savoir comment s'y prendre le lendemain. Finalement, à minuit, elle frappe à la porte et elle entre dans la chambre de Tijan. Et elle dit, je t'apporte une petite baguette magique. D'abord, mon père va te demander de construire une grange. Et puis le toit, là, il faut que ça soit toutes des plumes d'oiseaux. Alors tu vas prendre la petite baguette magique, tu vas toucher le marteau. Il allait choisir encore un marteau rouillé. Et puis, il dit, grange, construis-toi. La grange sera construite dans peu de temps. Ensuite, je te passe le sifflet, ce sera pour appeler les oiseaux. Et ensuite, eh bien, tu vas toucher un vieux fusil rouillé que tu vas choisir au bout d'une heure. Et les oiseaux allons laisser tomber des plumes. Le lendemain, Bonarouge l'amène, et lui dit qu'il a une grange, etc. Et Tijan fait comme il a dit, et la grange se construit, et quand il appelle les oiseaux, c'est comme un nuage noir. Il y en a tellement. Et il prend sa baguette, la baguette magique de la princesse, et il touche le fusil, et chaque oiseau laisse tomber 7 plumes. Ben, il y en avait assez pour même plus qu'un toit. Alors, il était content. Mais là, Bonarouge est enragé. Oh, non! Il ne tenait pas à terre tellement il était fâché. Il a déjà fini ça. La princesse. Oh, il a dit, tabarnak, faut que je te donne ta liberté, il ne faut pas que j'oublie ça. Faut que je te donne ta liberté. Il n'avait pas beaucoup envie d'y donner, mais il était obligé. Parce que Tijan avait gagné les 3 épreuves. Mais dans la nuit,
la princesse a été trouvée bonne à rouge. Puis elle a dit, faut que tu t'en ailles le plus vite possible. Mon père veut te tuer parce que tu vas gagner. Ta vie est en danger. Je vais aller dans l'étable chercher la jument blanche. Et quand elle passera sous ta fenêtre, saute dessus et pars vers le soleil levant. Et quand tu arriveras chez nous, tu diras, jument, retourne à ta maîtresse. Et elle ne reviendra. Oh, ma petite Jean, il a passé quelques minutes à remercier la princesse, tellement il était content, tout ce qu'elle lui avait aidé. Elle a dit, c'est correct. Va, peut-être j'irai te trouver un jour. Oh, il a dit, je l'espère. Et petit Jean part avec la jument blanche qui vole plus vite que le vent. Bonarouge n'aura jamais pu l'attraper. Il est arrivé chez lui. Il était heureux comme un prince. Il avait gagné encore une fois. Voilà, petit Jean. Il y en a-t-il parmi vous autres qui croient dans l'existence des fées? Il y en a déjà. Mais j'ai l'impression qu'il y en a déjà qui croient trop. Non. Voici vous convaincre. Ah, toi, ouais, toi tu crois. Ben, autrefois, il y avait des mauvais esprits qui habitaient dans les montagnes à chaque côté de la vallée de Nablus. On disait que si on marchait dans la montagne et qu'on rentrait dans les cabanes, que les mauvais esprits prenaient au cou et t'étranglaient presque. Et ton fanal, qui t'éclairait tout d'un coup, pouf, il s'éteignait. Le monde dans la vallée, il a arrêté d'y aller dans les montagnes. Mais tous les temps en temps, il y avait un étranger qui venait. Et il allait se promener dans la montagne et on le voyait point. Les années ont passé et le monde avait arrêté il y avait longtemps d'aller dans la montagne. Ça fait que toutes ces histoires-là, il était tout oublié. Mais les femmes, ils se comptaient les signes de la montagne. Une vie tout d'un coup qui se formait. Un museau qui était pris dans la cheminée. Un enfant qui pleurait, tout d'un coup, il se taisait parce qu'il regardait dans le coin, comme s'il y avait trop de sous là-bas. La loge, tout d'un coup, elle arrêtait. Il n'y avait rien pour expliquer ça. Il se comptait ça entre voisines, de mère à fille. Un jour, il y avait une grand-mère qui regardait son petit-fils. Puis il était esclave. Je sais pas ce que c'est que ça. Et elle pense, je vais compter les signes de la montagne. Qui s'assise pour 5 minutes que je pourrais me reposer. Ça fait qu'il s'assise au bord de elle. Elle raconte tous ces signes-là. Elle dit, il y a 2 bonnes fées qui vivent dans la montagne. Mais pour profiter de le pouvoir, il faut croire qu'il existe. Les bonnes fées, une de eux, elle a juste besoin de souffler sur un enfant et il aura toute la richesse et le succès. L'autre fée a donné la beauté. Mais il y avait une mauvaise fée. Du temps que les bonnes fées servient bien les gens, la mauvaise fée, elle se promenait dans le voisinage de porte en porte, qui a demandé la charité. Et si quelqu'un y refusait, elle les punissait. Elle lui donnait des maladies comme la gale. Des affaires comme ça. Ben, hein? La mauvaise fée, oui. Ça fait que le petit garçon, il regarde sa grand-mère et dit, ah, il dit, moi je crois point ça. Moi je crois point qu'il y a des fées. Ni des bonnes, ni des mauvaises. Oh, ben, tu ne devrais pas parler comme ça.
Il dit, frotte tellement point dans des feuilles là, que le monde ne pas dans la montagne aux cerises. Puis allons voir si c'était là on m'attrapait. Ça fait, le lendemain matin, il a pris son panier, il s'est rendu dans la montagne. Une fois rendu là, il a commencé à ramasser les cerises. Mais il n'avait pas autant qu'il croyait. Pas tant du tout, il avait fini. Il a pensé, oh, on va aller faire un tour, voir si je peux pas trouver une de ces fées-là. On n'a jamais su jusqu'où ce qu'avait arrivé cette journée-là. Mais tard le soir, la grand-mère est arrivée à la maison avec son petit-fils. Elle l'avait suivi dans la montagne. Et après ce jour-là, ils se sont toujours comportés bon. Il y en a qui disent que la grand-mère avait été accompagnée par les bonnes fées. C'est ce qui fait qu'elle avait pu le ramener à la maison. Ça fait que je suis sûre que si elle a besoin de croire point dans des fées, que peut-être il faudra croire un petit bien. Et puis, tout en se comporter bon, jamais refuser la charité. En tout cas, que ces fées-là, c'est dans les cabanes de Clare. Vous êtes là connu au fond. Je vais vous raconter deux histoires de la fin de la vie à Nouvelle-Écosse. La fin de la vie à Nouvelle-Écosse, nous pouvons faire croire, la fin de la vie à Nouvelle-Écosse, là, let's face it, c'est pas beau. Il y a un vieux, il y a un pauvre, puis mettons des trous. Et moi, quand j'ai grandi, pour avoir être connu, il y avait une petite vieille qui était rendue à la fin de sa vie. Elle restait dans une petite maison. Tu rentrais, puis d'abord, elle était tout le temps assise dans sa chaise. Puis de l'autre bord, ben, il y avait la vieille TV dans black and white. Tout le temps, plus fort, tu ne pouvais pas t'entendre penser. Elle était vieille. Elle avait tout vécu dans sa vie. Elle avait été aux États, elle avait eu une grosse carrière. Là, elle avait revenu refuser pour finir ses jours. Elle était assez vieille qu'elle était rapatriée comme une tomate qui avait séché au soleil. Elle était assez vieille qu'elle était ratatinée comme un raisin de la Californie. Elle était assez vieille qu'elle avait le corps de rendu jusqu'au genou. Ça fait pas rire, c'est une histoire qui fait pitcher ça ici. Elle était tout le temps assis là, avec la TV l'autre bord, en noir et blanc qui brumait. Une journée je rentrais, puis je vais souvent la voir, une journée je rentrais, et elle me dit, regarde, tu n'iras pas allumer mon 5. Je dis, ok. Fait que tu passes lorsqu'elle était assise, lorsqu'il y avait la TV qui était toujours plus forte, tu pouvais t'entendre penser. L'autre bord, c'était la cuisine, ça fait que j'ai été voir. Il y avait un petit budget de peanuts, il y avait des squares. Il y avait un gobelet à moitié plein d'eau avec son dentier dedans. J'ai allumé le 5, c'était pas de la misère que je fermais le robinet. J'ai été la voir et je m'en suis de ronrière et j'ai mangé une peanut ou deux. J'ai allumé ton 5. Elle a dit quoi? Parce que la TV était tout le temps on, que ça brumait. J'ai dit, j'ai allumé ton 5. Puis j'ai dit, j'ai vu que ton dentier était dedans d'un gobelet. T'as oublié de te le mettre dans ma table. Voudrais-tu ton dentier? Oh, elle a dit, oui, merci. Ça fait que j'ai donné son gobelet avec le dentier dedans. Puis elle me l'a montré, puis il manque un dedans. J'ai dit, quoi, ce qu'on arrive à ton dentier? Elle a dit, quoi? C'était sourd comme un sabot. Hein? J'ai dit, quoi, ce qu'on arrive à ton dentier? Elle a dit, je l'ai frappé dans le 5. Ça fait que je l'ai pas pressé. J'ai mangé d'autres peanuts ou deux dans le budget.
Et j'ai été rouvrir la trappe du sink et j'ai trouvé ça dedans et nous l'avons placé dans le dentier, à sa fourre ça dans la bouche et nous avons aussi ramassé les grands bouts de terre. J'avais allumé son sink, j'avais allumé son dentier, j'avais mangé tout, son budget de peanuts. Fait que les gars de Belle Venise et puis t'as dit, j'ai allumé ton sink, elle a dit quoi? J'ai allumé ton dentier. Elle a dit marcher. Fait que j'ai dit, je me sens coupable, j'ai fait l'effronter, j'ai mangé tout au budget de peanuts. Oh, mais elle a dit, ouais, poigne, elle a dit, depuis que mon dentier t'a cassé, j'étais contente avec te sucer le chocolat de dessus. Moi, depuis un certain nombre d'années, je collecte des drôles d'instruments. Ça n'est pas une exception. Puis c'est pour ma deuxième histoire de la fin de vie dans la Nouvelle-Écosse. Quand j'habitais à Halifax, il y avait un petit vieil, un sans-abri, ça faisait une trentaine d'années qu'il vivait sur la rue. Et puis, quand il a mouru, vous savez, dans les cimetières à Halifax, ça coûte cher, c'est de la real estate. Ils ne pouvaient pas trouver une paroisse qui pouvait donner une fosse pour l'enterrer dedans. Ça fait qu'il avait finalement trouvé la communauté de Caribou à l'extérieur. C'est passé Sheet Harbor. Vous connaissez-vous Sheet Harbor? Tu drives jusqu'à temps que tu ne peux plus driver, puis là, c'est encore 20 minutes. Mais Caribou, c'est même plus loin que ça. Faut se perdre. Puis là, il faut encore driver 15 minutes. Fait que moi, j'étais beaucoup impliqué dans la communauté. Et j'étais impliqué avec le centre communautaire à Dartmouth North pendant des années et des années. Une fois qu'on est impliqué dans cette communauté, ça fait rien où ce qu'on reste. On s'implique. Et venir me demander si je prendrais la responsabilité d'aller voir une petite chanson en équivalent rien, ce vieux ça. C'est une grosse responsabilité, ça. Si vous demandez à des musiciens, quand on joue de la musique, des musiciens qui peuvent jouer devant des scènes de 50 000 personnes, puis il faut être nerveux, il faut avoir le trac. Mais malade devant une petite paroisse pour voir des funérailles, puis ils sont malades pour 3 jours avant. La responsabilité est grosse. N'est-ce pas, Nico? Mm-hmm. Ça fait bilbaïla de cette journée-là. Mais là, il y a Sheet Harbor et Recochonale. Mais là, il y a Caribou. Il cherche cette paroisse ici. Je l'avais vu à Verme. Ils allaient entendre le vieux-là et donner une belle mort. Comment il était mort, je ne faisais pas une grande différence. Et puisqu'il faut se perdre pour se rendre là, je m'ai perdu. Et il a commencé à me dire que j'allais peut-être pas trouver ma place, que peut-être que j'allais décourager le vieux. J'ai tout repassé, j'ai vu 3 hommes avec des pelles, c'est beau là. Ben, ça fait que je virais de bord avec la carte. Je virais de bord. Et juste comme j'arrivais, les 3 hommes avec leurs pelles, c'était dernier temps, nulle part. Ils avaient pris leur break. Je m'avais perdu, puis j'étais en retard, puis je me sentais coupable. Puis, Robert avait déjà manqué le prêtre, tout le monde était gars, mais il n'y avait pas grand monde là, mais Robert avait manqué le prêtre. Il a dit, on commence à remplir le trou. Pas vite, je m'assis, avec les 3 hommes avec les pelles, m'enviaient leur sandwich. Ben, il dit, je vais le faire pareil. On va une petite chanson.
s'appelle la vie tchèque. God knows la vie que cet homme-là a vécu. Il t'a ignoré. Ils sont tous coupables de ça. Ils vont tous passer devant des sans-abri. Ils vont tous négliger notre devoir. C'est vrai ça. Ils l'avons tous fait. Ils m'ont pasché les autres avec les pelles et tout. À côté de moi, on avait tous broyé à botte. Il y a pas grand-chose qu'on pourra faire. Je pense que je vais les laisser finir de remplir le trou. Embarquer dans ma car et décider de m'en aller. J'avais mis ça s'appelle un harmonium. J'ai mis ça dans la car et c'était pour fermer la porte. Et juste à ce temps-là, il y a des hommes qui venaient, il a mis la main sur le fait de la porte, il m'a arrêté. Il m'a arrêté de la fermer. Elle a dit, il faut que tu te remercies. Il m'a trouvé ça curieux. Léon a dit, moi, vous êtes un marché, je faisais avec mon devoir. Léon a dit, il faut que tu te remercies. Il dit, moi, il y a 30 ans que je creuse des fosses certées, des sourds. Et il a dit, je n'ai jamais vu une cérémonie comme ça, mais. Il paraît que c'est un comparti. Dans mon histoire. Ça, c'était pas c'est comme ça. Alors oui, on va vous poser des questions ce soir. Tout d'abord, vous savez que la communauté de Clare, il y a beaucoup de personnalités. Oui, non? Est-ce que tout le monde là vient de Clare? Oui. Apparemment, oui. Alors, est-ce que vous connaissez Alfie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alfie de quoi? Il y en a plusieurs, Jocelyne. Mais celui-là, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Alors, Alfie Deveau, il est né le 27 janvier 1908, proche de la rivière au Saumon. Il habitait dans une maison avec son père, sa mère, ses 5 frères et ses 2 sœurs. Quand il arriva le temps, son père, Urbain à Georges, dit à son frère aîné Albert, à qui il allait léguer sa maison paternelle, qu'il fallait toujours qu'il y ait dans cette maison-là une chambre pour Alfie. Alors, il y a toujours eu une chambre au 2e étage de la maison pour Alfie. Alfie venait de temps en temps dans sa maison parce qu'il travaillait le reste du temps. Et il venait surtout en fin de semaine. Et surtout, les 3 ou 4 dernières années de sa vie, il passa dans sa maison, à la rivière au Saumon. Et il est mort ensuite à Yarmouth, à l'hôpital, d'une pneumonie à l'âge de 68 ans. Alfie, il aimait l'école. Il allait à l'école, bien entendu. Où ça? Et Alfie, il aimait les mathématiques. Et on dit qu'il avait une belle main d'écriture. Et Alfie, il aimait travailler le bois. Il a passé toute sa vie dans les bois et aussi au moulin. On dit qu'il fallait 2 hommes pour le remplacer derrière la scie. Et quand il n'était pas au moulin, il travaillait pour son frère Albert. Il coupait le bois avec sa hache à 2 taillons. Il aimait ça couper les bûches, et il en coupait beaucoup. Alfie, il avait le cœur sur la main. Personne ne parlait en mal de lui. C'était, comme on dit, un bon gars. Et Alfie, il aimait beaucoup les enfants, que ce soit les enfants de la communauté ou les enfants de sa famille. On raconte même qu'il aimait tellement leur donner un peu d'argent ou leur acheter des friandises qu'un jour, il acheta des bonbons pour sa petite nièce de 3 mois. Et la maman lui a dit, bah, Alfie, un bébé de 3 mois, ça ne mange pas de bonbons. Alors Alfie lui répondit, bah, sauf ces bonbons-là pour qu'elle soit plus grande. Alfie, il aimait jouer vraiment avec les enfants. Mais Alfie, il aimait aussi manger. C'est un gros mangeur, comme on dit. Il aimait bien ça, les steaks fricassés avec des petits oignons.
Et sa mère disait toujours que Alfie, il mangeait comme un goéland. Alors, la semaine, quand il travaillait, quand il avait sa paye à la fin le vendredi, il allait s'acheter des steaks. Et ensuite, bien entendu, il aimait bien boire une petite bière, pas seulement une petite. Et il connaissait tous les bootleggers. Allant de la rivière au saumon, en passant par les concessions, il connaissait tous les bootleggers de la région. Et il était généreux, alors il avait pas mal de compagnie. Alors, vous imaginez-vous bien, le lundi, il était à sec, plus d'argent. Alfie, comme on l'a dit là, c'est un bon gars, il avait le cœur sur la main. Alors, sa mère lui a toujours dit, Alfie, je veux que tu gagnes ta vie comme tes frères. Et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé fort comme ses frères, il a gagné sa vie. Alfie, c'était, comme on dit, un grand gars. Il mesurait, combien d'après vous? 6 pieds 8. 6 pieds 8 pouces. Et il portait toujours une petite casquette en laine. Alfie, il avait des cheveux noirs, un petit peu dégarnis là sur le front, et puis un petit peu gris sur les tempes. Et il avait deux belles rides qui allaient des sourcils jusqu'au menton. Et il avait un beau sourire tout le temps sur le visage. Alfie, il avait le cœur sur la main, c'était un bon gars. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire avec Alfie. Quand on le voyait, il ne passait pas inaperçu. Bien sûr, il mesurait combien? 6 pieds. 6 pieds, oui. Mais son cordonnier lui faisait des bottes extraordinaires. Parce qu'il avait une taille 22. Imaginez-vous la taille 22. Nous, là, on a taille 7, 8, 9. Imaginez taille 22. Et une hauteur de 16 pouces. On raconte que pour que ses souliers fitent bien à son pied, on lui avait malheureusement coupé le petit orteil. On raconte aussi que c'était lui qui renforçait les semelles de ses souliers, parce qu'il fallait que ça dure en ce temps-là. On raconte aussi qu'il a acheté $60 la paire de chaussures, et qu'il en fallait 2. On raconte aussi qu'il aimait porter des bas de laine, et que souvent, à l'hiver, il demandait à son cordonnier que ses souliers soient un peu plus grands, pour mettre 3 paires de bas de laine. Alors imaginez-vous, taille 22, 23, 24. Alors Alfie, c'était un bon gars. Mais souvent, on le taquinait. On n'était pas méchant avec lui, mais on le disait, toi là, ça doit être facile de te suivre dans la neige. Mais Alfie, c'était un gars solitaire. Il marchait tout seul parce que personne ne pouvait le suivre. Et quand on le voyait de loin, ça grouillait. On raconte qu'il montait les escaliers de côté et qu'il les descendait 4 par 4. Alfie, il ne s'est jamais marié, mais il allait toujours à la messe. Et toujours ses souliers étaient cirés le dimanche. Comme vous le savez bien, Alfie aimait ses pieds et il en prenait beaucoup soin. Alfie, c'était un bon gars. Mais quand il avait quelques bières dans le ventre, ça lui arrivait de montrer ses pieds à l'audience. Mais seulement, il ne fallait pas qu'il y ait une femme enceinte dans la salle, parce qu'il s'était dit lui-même que ça pouvait créer des maladies congénitales. Il ne voulait pas que les enfants naissent avec des pieds comme ça. Mais ces pieds-là ne l'embêtaient pas vraiment, mais quand même. On raconte que c'est peut-être pour ça qu'il se saoulait à la fin de semaine, pour oublier un petit peu qu'il était différent. Un jour, on demanda à une dame, pourquoi est-ce que Alfie ne s'était pas mariée? Et elle répondit, ça n'aurait pas pu travailler avec ces pieds-là. Alfie, c'était un bon gars. Il n'est pas connu pour toute sa gentillesse, pour toute sa bonté, sa générosité. Il est surtout connu pour ses gros pieds. Alfie de Vaux, c'est les gros pieds de la Somme. Bonsoir tout le monde, merci Président. Non, on va vous parler de M. Peabody. C'est intéressant ce que tu dis, il ne faut pas juger avant d'entendre l'histoire. C'était un beau samedi ensoleillé au champ de baseball. Et M. Peabody est en train de féliciter ses jeunes joueurs pour jouer un bon match. Il a déjà perdu, mais ça faisait rien. Il perdait tous les semaines. Mais tout le monde s'amusait bien. C'est tout ce qui compte.
Monsieur Peabody, lui, c'était un enseignant à la petite école. Puis il était adoré par toute la communauté, les enfants surtout. Et chaque samedi, il organisait des matchs de baseball dans l'été avec les autres écoles d'alentour. Ça fait, chaque samedi, à la fin du match, M. Peabody sortait les bâtons et les gants et les balles et qu'est-ce que t'as là pour l'aider que Petit Paul. Ça fait, une fois que tout était assoré, il marchait à Petit Paul pour son bon travail, puis M. Peabody rentrait chez lui en empruntant la grande route. Il s'en allait vite dans le plein church de la communauté, puis il saluait tout le monde qu'il connaissait très bien, tout le monde le saluait. Puis il arrêta à la fruiterie de M. Mifo. Il arriva puis il admirait les pommes. C'était des belles pommes. Puis M. Peabody choisissait la plus grosse, la plus belle, la plus rouge, avec la fleur la plus douce. Puis il l'a mis dans ce sac. Ce que M. Peabody ne savait pas, c'est que traversé le chemin, il y avait petit André. C'était un de ses joueurs de baseball. Puis André avait observé M. Peabody. Puis il l'avait vu prendre la belle pomme. Il l'avait vu l'admirer. Il l'avait vu la mettre dans son sac. Puis s'en aller sans la payer. Oh, André pense. Ça, c'est drôle que M. Peabody n'a pas payé sa pomme. Vous m'avez trompé, c'est sûr. Non, il n'a pas vu la payer. Ça fait, André s'en était. Bien sûr, il était compté sur tous ses petits gens. Le samedi suivant, un autre, il y avait un jeu de baseball. Un autre parfait journée pour le baseball. Personne n'avait jamais cru que ça allait se passer au cours des prochaines semaines pour toujours changer l'air au fond de baseball. Mais, une fois que le match était fini, l'équipe avait perdu. Ça faisait rien, tout le monde s'avait bien amusé. Et Petit Paul était là encore pour aider à sortir les bâtons et les gants et tous les balles. Une fois que le match était fini, M. Peabody s'en était en empruntant la grande route, il a passé en travers du voisinage et il saluait tous ses amis. Tout le monde le saluait. Bonjour, M. Peabody, ça va bien, comme toujours. Et comme toujours, il a arrêté à la fruiterie à M. Mifo. Qu'est-ce qu'il observait? Sur les pommes. Il l'a été, puis il a choisi la plus grosse, la plus belle, la plus rouge. Il l'a placée dans son sac. Il est rentré chez lui. Mais cette semaine-ci, puis André a traversé le chemin. Cette fois-ci, il avait tous ses petits chums avec lui. Parce que lui, il n'avait pas vraiment cru ses propres yeux. Ça prenait des témoins. Ben, tout le monde avait témoigné. Ils en ont tous été. Et la nouvelle s'est répandue. Tous les petits chums, les parents, et leurs amis, et le prêtre. Ça va être terriblement grand au village. Le samedi prochain arrive, et M. Peabody se trouve presque tout fait seul au fond de baseball. Sauf un. Petit Paul. Petit Paul est en tête. Et M. Peabody arrive et dit, ah Paul, pourquoi me sens-tu triste? Qu'est-ce qui te tracasse? Petit Paul, la babine tremblante. Il dit, personne d'autre est cette pour toi. Il dit, ben non, il dit, je m'aperçois. Il dit, pourquoi ça? Il dit, ben, tout le monde te prend pour un voleur. Un voleur? Mais il dit, et qu'est-ce qui me prend pour un voleur? Il dit, qu'est-ce que j'ai volé, supposément? Il dit, ben, tout le voisinage t'appelle un voleur. André t'a vu. Puis là, lui, puis tous ses amis t'as vu. Puis il a tout raconté l'histoire. M. Peabody a dit, c'est ça que c'est. OK. Il dit, ben, viens avec nous. Il l'a pris par la main, et ils ont pris la grande route. À travers le voisinage, M. Peabody, bien sûr, saluait à tous. Le monde qui pensait que c'était ses amis. Il y en a qui faisaient semblant qu'ils ne connaissaient même plus.
triste des choses comme ça. Alors, ils sont arrivés à la fruiterie à M. Michaud. M. Peabody a dit, au revoir, M. Michaud, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va très bien, M. Peabody, ça va bien. Il dit, c'est correct si je prends ma pomme tôt aujourd'hui. Non, M. Michaud dit, ma bien sûr, il dit, tu payes ta pomme tous les samedis matins, il dit, quand tu vas inviter ton là, il dit, c'est à toi à décider quand tu veux la prendre. Ben là, petit Paul a commencé à comprendre, il a dit, non, alors, M. Michaud dit, veux-tu le ça? C'est la plus belle, la plus grosse, la plus rouge, il dit, alors la fleur la plus douce, c'est sûr. Alors, M. Peabody a pris la pomme et il a tendu à petit Paul. Pour ça qu'il avait cru dans le pareil. Petit Paul a dit, il aimerait bien d'accepter, mais il dit, je peux pas. Il dit, j'ai un devoir à faire, il dit, il faut vraiment, vraiment que j'aille vite, dire à petit André, pas ce qui s'est passé, ça. M. Peabody lui a dit, il dit, c'est bien, il dit, va y compter la vérité. Oh, il dit, et quand tu le vois, il voit là qu'il va de me voir, j'aimerais qu'il parle. Alors, petit Paul a été trouvé André, il a tout dit la vérité. André était inconsolable. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait. Alors, M. Peabody, quelqu'un qui osait si faire. Sa femme, avec la tête basse, il s'est rendu, puis M. Peabody l'a cogné à la porte, et M. Peabody a dit. Il a dit, je m'excuse. Mais il dit, je suis désolée, amour. Il dit, je ne sais pas comment régler les choses. Il dit, je me sens coupable. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Alors, M. Peabody a dit, on va régler les choses. Voilà. Il dit, rencontre-moi au centre de baseball dans 1 heure. Puis dis à ta mère que ça va prendre une oreille pleine de plumes. Très bien. Alors, petit Paul s'en fait. 1 heure plus tard, ils sont rendus au centre de baseball les deux. André a dit, il dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on va régler les choses avec un oreiller de plume. Monsieur Peabody a passé une partie de saison. Il dit, je veux que tu coupes l'oreiller. Oh, il dit, il vend pas mal aujourd'hui, trouves-tu pas? Oui. Ça va? André a coupé l'oreiller. Il dit, je veux que tu rouvres l'oreiller puis je veux que tu secoues tous les plumes au vent. tu me permets de faire ça? Je suis là, oui, là, c'est ok. Oh, oui, il dit, oui. Ça fait, il a pris l'oreiller, il a tout secoué aux 80, il y avait des plumes partout, il y en avait dans les arbres, dans les fronts, et dans le dugout, et partout, il y en avait partout. Mais André a pensé, c'est pas un gros prix à payer, tu sais, pour régler les choses, il se sentait beaucoup soulagé. Puis M. Peabody a dit, c'est pas si simple que ça. Il dit, maintenant, il dit, il faut que tu ailles ramasser chaque plume. Ben là, André se sentait pas mal de petit. Puis, il dit, c'est impossible. Il dit, comment je peux faire ça? Il dit, je peux ramasser peut-être la plupart, mais il dit, je ne vais jamais venir à pouvoir toutes les ramasser. Il dit, il y en a que c'est haut dans les ombres. Il dit, même toi, tu ne pourras pas les attraper. Il dit, non, il dit, c'est drôle comment ça arrive, ça. Comment ces affaires, ça part comme ça. Il dit, c'est juste la même chose. Il dit, même qu'on essaie de régler les choses. Il dit, tu vas vraiment pouvoir complètement allumer le dommage que tu as fait à ma réputation. En épargnant les menteries et les rumeurs. Mais il dit, on essaie pareil. Et il dit, chaque plume de ton oreille représente un citoyen de la vie. Il y a un petit moment là, de silence. André a commencé à comprendre. Oh, il dit, je pense que j'ai un très gros travail devant moi. Et M. Peabody dit, oui, je pense que oui. Et il lui a tendu la main. Et il est rentré chez lui. Le samedi prochain, il y avait un match de baseball. Il a encore perdu. Vous croyez que les frères sont rares
de nos jours, elle était vraiment rare, quelque temps passé aussi. On les faisait venir de France, de l'Italie, partout. Et à Corbery, on en avait fait venir un qui s'appelait Monsieur le curé de Grasse. Monsieur le curé de Grasse achetait son beurre de deux voisines, Artémise puis Véronique. Mais Artémise, il lui donnait 25 cents pour chaque livre de beurre qu'il achetait d'elle, tandis qu'il donnait seulement 20 cents à Véronique. Mais vous allez voir pourquoi. Artémise, elle était toujours propre. Quand elle faisait son beurre, elle avait son tablier, son filet de cheveux, on peut dire hairnet, puis elle était très propre. Dans la maison, tout était en ordre, il n'y avait rien qui draguait. Son beurre était propre, puis il sentait à bon. Alors, monsieur le curé de Grasse, il donnait 25 cents chaque livre de beurre, puis il se servait de ce beurre-là pour le mettre dans le beurrier sur la table, pour quand il avait ses repas, puis souvent il avait des invités aussi, alors il servait le meilleur beurre. Véronique, elle était toujours échevelée, toujours les cheveux dans la face. Elle ne portait pas de tablier. Elle pouvait aussi bien s'essuyer avec le coin de sa jupe. Et quand même, quand elle faisait du beurre, ça ne faisait pas de différence. Et à la maison, tout était à la Val-Drague, boussi-boulot. Ça ne faisait pas de différence. Le beurre était bossu, cornu. C'était pas bien mesuré. Elle ne savait pas, en tout cas, comment le faire. Puis, je crois qu'il ne sentait pas trop bon non plus. Alors là, monsieur le curé de Grasse, il achetait sa livre de beurre. Il ne voulait pas offenser l'une plus que l'autre, mais il lui donnait moins, 20 cents pour chaque livre de beurre. Puis il s'en servait seulement pour des pâtisseries, des tourteaux blancs, des tourteaux bruns, des gâteaux à la glace, n'importe quoi comme ça. Il n'aurait jamais mis ce beurre-là sur la table. Puis tout allait bien pour des années, puis des années, puis des années. On pourrait même dire pour pendant 7 ans. Jusqu'à ce que Véronique a su que Artémise avait 5 cents de plus pour chaque livre de beurre qu'elle vendait. Oh là, l'histoire a changé. La tourne a changé. Elle a été trouver monsieur le curé de Grasse. Elle dit, de Grasse, monsieur le curé de Grasse, faut que vous me disiez la raison pourquoi vous payez la voisine 5 cents de plus que vous me payez moi. Oh, monsieur le curé de Grasse, il se grattait la tête. Il a dit, vraiment, non, je ne peux pas te le dire. Ça va t'offenser, puis je ne veux pas t'offenser. A dit, monsieur le curé de Grasse, offense ou point d'offense, vous allez me dire quoi c'est que la raison de vous payer l'autre plus que vous me payez moi. Oh non, vraiment, je ne devrais pas. Elle a dit, je m'en irai pas avant que je sache la raison. Oh ben là, il a dit, vous savez, c'est seulement des rumeurs, c'est des entendus dire qui se promènent dans le village, que votre beurre, il n'est pas si propre, il n'est pas si bien mesuré, puis il sent moins bon aussi. Oh là là, Véronique là, elle a eu sa réponse, mais elle dit, monsieur le curé, vous allez voir, ça va changer. Puis mon beurre va être même plus beau, puis mieux que celui-là de Artémise. Elle a dit à son mari, on a une vache à lait, mais j'en veux un autre. Va me chercher un autre vache, puis on va en faire du beurre. Alors, elle, par exemple, elle ne savait pas mesurer. Alors, elle a dit à son mari, il faut que tu me fasses une petite boîte en bois, mais il faut que tu me fasses de quoi que quand que ça soit rempli, je saurai qu'il y a un livre de beurre. Elle a dit, OK. Là, elle ne pouvait pas compter. Mais il a dit, l'escalier qui monte au grenier, là, ben, il y a 13 marches. Si tu fais une livre de beurre, tu la mets sur la première marche, tu en fais un autre, tu la mets sur la deuxième, tu en fais un autre, ben, quand tu arriveras en haut, tu en auras 13 livres. Elle était d'accord avec ça. Alors, ils ont tiré les vaches, ils ont séparé le lait de la crème, sauvé la crème, ribote, et ribote, et ribote, et ribote, et fait des livres de beurre, puis à chaque fois, elle allait le mettre sur la marche de l'escalier. Cette fois ici, son beurre était bien mesuré, bien carré, bien
c'est un livre juste, puis ils sont à copie. Là, elle en avait 13 livres à la pensée. Alors, je pourrais aller avoir à monsieur le curé de Grasse, puis même au magasin du village. Mais comment est-ce que je vais emmener tout ça? Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le plus gros panier qu'elle avait dans la maison. Puis elle a monté. Une marche, deux marches, trois marches, jusqu'à ce qu'elle est arrivée à la 13e. Mais là, à sa manière d'exciter, puis elle a perdu son ballon, puis elle a tombé les fesses dans chaque livre de beurre. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la dernière. Elle avait tout le derrière rempli de beurre. À Saint-Nathé a dit, encore du beurre à 20 cents pour monsieur le curé. Eh bien, c'est sur ces mots que notre soirée se termine. J'espère que vous avez apprécié. Et le prochain peut-être, ce sera au Festival de la Parole au mois de fin septembre, début octobre. Alors, on vous remercie infiniment d'être venus. Et à une prochaine bonne fin de festival.